Jusqu'à présent, on s'est contenté d'utiliser des matériaux simples sur nos modèles, mais il est possible d'aller un peu plus loin en utilisant des textures. Alors globalement, les textures vont nous permettre d'avoir des détails à une échelle inférieure à celle de la géométrie. Alors si je veux rajouter une texture, ce qu'il me faut d'abord, c'est un matériau. Alors là, j'ai préparé une petite scène avec une sphère et un matériau déjà prédéfini. Si je voulais lui rajouter une texture, il faudrait que je clique ici sur le bouton en forme de damier, voilà, qui nous amène à un nouveau panneau. Alors ce panneau contient d'abord trois boutons qui va dire à quoi lier la texture. Soit le ciel, soit un matériau, soit des objets un peu plus spécifiques. Ensuite aussi, on a une liste qui détermine le nombre de textures qu'un matériau va pouvoir prendre en compte. Alors si je veux rajouter une nouvelle texture, je clique ici sur le bouton New, et on en a une qui est sélectionnée par défaut. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plusieurs types de textures. Un type particulièrement utile, ça va être le mode les textures, les images ou les films. Et il y a un autre type de texture très pratique, ça va être toutes les textures qui sont générées de manière procédurale. Par exemple, si je prends le cloud ici, qui est un type de bruit, en fait, ce bruit est généré en temps réel par Blender, enfin pas en temps réel, au moment du rendu par Blender, avec un algorithme bien défini. On en a plusieurs du même type, genre le marble, voilà, par exemple. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces textures générées de manière procédurale ont tout un tas de paramètres qui vont permettre de contrôler la manière dont elles se comportent. Par exemple, là, si je clique sur un des boutons de tri, voilà, on voit que la texture a complètement changé. Ça va nous permettre d'avoir des effets un peu spécifiques en fonction de ce qu'on veut. Alors, une fois qu'on a une texture, donc je vais repasser en mode cloud, par exemple, il faut savoir qu'on a un truc à régler qui est le mapping. Le mapping, en gros, va définir comment on fait passer les vertex qu'on a dans l'espace réel aux vertex dans l'espace de la texture ayant son propre espace. Alors là, on a plusieurs types de coordonnées. Une très importante, là, qui est sélectionnée par défaut, c'est les coordonnées UV. Les coordonnées UV vont nous permettre de définir, on va dire, à la main, où se situe chaque vertex dans l'espace de la texture. Maintenant, on en a deux autres qui sont très importantes, les coordonnées generated. Voilà. Ces coordonnées-là sont liées à l'objet lui-même. Alors pour le montrer, je vais faire ça simplement. Alors, je vais changer un peu la couleur pour qu'on y voit plus clair. Et je vais rajouter une rampe. Voilà. Donc là, on est en mode système de coordonnées generated. Ce qui implique qu'en fait, quand je vais déplacer mon objet, on voit que la texture se déplace avec lui, simplement. Pareil pour les rotations. Si je fais une rotation de mon objet autour de l'axe Z, on voit que la texture tourne avec lui. Parce que les coordonnées sont liées aux coordonnées, au référentiel de l'objet lui-même. Maintenant, si je passe en mode global, qui est un autre système de coordonnées important, là en fait, les coordonnées utilisées sont celles dans la scène. Les vraies coordonnées du vertex dans la scène. Et donc si je déplace mon objet ce coup-ci, eh bien en fait on va voir que la texture se déforme parce que en gros l'objet traverse la texture. Alors c'est très vrai pour les textures qui sont générées de manière procédurale, parce qu'en fait elles sont générées dans un espace à 3 dimensions. Voilà, et donc dans ce cas-là, la texture n'est pas du tout liée à l'objet lui-même. Donc ça peut avoir une utilité, mais bon, c'est assez restreint. Ensuite, au niveau du mapping, on a deux propriétés importantes supplémentaires qui sont l'offset. L'offset va nous permettre de décaler toutes les coordonnées dans l'espace de la texture. Voilà, si je clique là-dessus, on voit que la texture se balade dans ces directions-là. Et on a le facteur d'échelle. Le facteur d'échelle va nous permettre de déterminer en gros à quel point la texture est tirée. Donc par exemple, si ici je mets 4, on voit que j'ai complètement ratatiné la texture dans ces directions-là. Et si je le fais dans toutes les directions, on voit qu'on a un truc qui est beaucoup plus fin sur l'objet. Voilà. Alors maintenant, une fois qu'on a défini le mapping, on va pouvoir définir à quoi va nous servir la texture exactement.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait la texture, c'est pas simplement la couleur de l'objet. On va pouvoir influencer tout un tas de propriétés qui sont globalement quasiment toutes les propriétés du matériau lui-même. Donc ça se passe dans le panneau d'influence qu'on a tout en bas, qui liste toutes les propriétés sur lesquelles on va pouvoir influer. Alors, on a plusieurs boutons assez importants. Le bouton Blend ici, donc qui nous définit une liste. Cette liste va lister en fait toutes les opérations mathématiques correspondantes. On va voir ça juste après. Ici, on a le RGB to Intensity qui va servir en fait surtout pour les propriétés qui ne sont pas liées à une couleur. Donc ça c'est pratique pour, par exemple dans mon cas, j'ai une texture en noir et blanc pour l'utiliser en gros comme un masque. Donc là, voilà. Donc ça change complètement la manière dont la texture s'applique à la propriété. Alors pour l'instant je vais l'enlever. Je vais récupérer une texture que j'avais préparée. Voilà. Je vais repasser en mode de coordonnées generated. Voilà. Donc là on a une texture en noir et blanc et elle est appliquée à la couleur. Maintenant, on a ici un slider qui va nous permettre de contrôler à quel point la couleur est influencée par la texture. Si on le déplace à 0, on récupère la couleur de l'objet initial, et si on a un truc intermédiaire, on a une interpolation entre la texture et la couleur de l'objet de base. Donc pour voir un peu comment fonctionne le mix, la fonction de blending, donc on a la fonction, on va dire par défaut, qui est le mix. On a plusieurs, par exemple le add va en fait additionner les couleurs directement. Pareil pour le subtract, on va soustraire directement dans les canaux de couleurs la valeur de la texture. On en a plein d'autres, le multiply qui va multiplier en gros la texture par, la couleur par la valeur qu'on a dans la texture. Bon, il y a tout un tas de fonctions. Il vaut mieux se reporter au manuel à ce niveau-là parce que on en a un certain nombre. Voilà. Donc ça c'était un exemple appliqué bêtement sur la couleur. Maintenant, comme je disais, les textures vont pouvoir influer d'autres paramètres. Parmi ceux qui sont importants, par exemple, ceux qui vont éventuellement nous servir, ça peut être l'effet miroir. Donc là, si j'enlève l'influence sur la couleur et que je rajoute une influence sur l'effet miroir, alors je vais passer en mode RGB to Intensity pour avoir quelque chose qui va plus se comporter comme un masque. Et je vais passer en mode mix. Voilà, je vais dire à mon matériau qu'il peut avoir un miroir. Voilà. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la texture va changer la capacité de l'objet à réfléchir. Donc là, je suis en mode mix. Si je passe en mode multiply, voilà, on voit que là où la texture était censée être noire, en fait, l'objet ne réfléchit pas du tout. Et là où elle était censée être blanche, il récupère ses propriétés de réflexion. Donc ça peut être pratique pour donner des effets un peu sympas sur des particules, si c'est ce qui nous intéresse. De la même manière, on va pouvoir changer la transparence d'un objet. Donc là, je vais retirer ça. La transparence de l'objet est contrôlée par le canal alpha. Alors, d'abord, je vais dire qu'on peut utiliser la transparence. Voilà. Et dire à la texture qu'en fait, elle va influer le canal alpha. Donc là, comme je suis toujours en mode multiply, en fait, là où la texture est censée être noire, le canal alpha tombe à 0. Et là où la texture est censée être blanche, le canal alpha reste à 1, parce que ici, je l'ai défini à 1. On peut utiliser d'autres... Alors le mix ne va pas marcher beaucoup ici. On peut utiliser subtract, on peut utiliser un peu toutes les méthodes, suivant ce qu'on veut obtenir. Alors je vais passer en indice de 1 pour y voir un peu plus clair. Donc là on voit à travers de l'objet. Et donc,
C'est une des propriétés assez intéressantes parce que ça va pouvoir nous permettre d'appliquer des textures sur des plans et d'avoir ces plans partiellement transparents, du moins transparents uniquement aux endroits qui nous intéressent. Voilà. Ensuite, il y a une propriété qui est extrêmement sympathique, c'est la propriété d'influer sur le vecteur normal à la texture, au matériau. Alors on a vu qu'en gros la couleur du matériau est créée par la relation entre le vecteur normal à la surface et les lampes qui sont dans la scène. Maintenant, en fait, on peut utiliser une texture pour perturber ce vecteur normal. Alors, si je clique ici, voilà. On voit que, en gros, la manière dont ça fonctionne, c'est que les textures en noir et blanc, en gros, le gradient est calculé au niveau de la texture. Et ensuite, ce gradient est utilisé pour perturber le vecteur normal. Alors là, on voit pas très bien parce que j'ai une texture un peu particulière. Je vais rajouter un cloud. Voilà. Je vais le réappliquer sur le vecteur normal, comme là, et on va passer en mode de coordonnées. Voilà. Et l'intérêt principal de ce genre de choses, ça va être de pouvoir donner un peu plus de profondeur à nos objets. On le voit là en créant en fait des aspérités. Alors ces aspérités n'existent pas réellement, elles sont juste simulées par la manière dont la couleur est calculée. Par contre, si on regarde en bord de l'objet, on voit qu'en fait on n'a pas du tout changé la surface. C'est entièrement simulé. Donc ça va être très pratique, enfin pratique. Ça va nous permettre de donner des effets un peu sympathiques à nos objets. Voilà, je vais faire un peu. Là par exemple, on a quelque chose qui est lisse avec, on va dire, des trous un peu partout. Et donc, je m'en sers principalement pour donner un peu de détails sur les substrats. Voilà. Enfin, il y a un dernier paramètre qui peut être pratique, c'est le displace. En fait, le displace va nous permettre de décaler les vertex. Alors, ça, je vais remettre un 1. En fonction de la valeur de la texture. D'accord. En fait, on voit, j'ai mon displace, enfin, j'ai utilisé la modification de géométrie. Et donc, au moment du rendu, en fait, là, les vertex sont décalés pour de vrai en fonction de la valeur de la texture. Alors, il n'est pas forcément très pratique d'utiliser le displace ici, sachant qu'on a un modifieur qui fait exactement la même chose. Parce que ce qu'on voit, c'est que là, en fait, dans la partie qui n'est pas rendue en temps réel, bah, l'objet, il n'a pas bougé du tout. Il a gardé sa géométrie de base. Par contre, si j'utilisais le modifieur correspondant, qui est là, displace, lui, on va pouvoir lui donner une texture, et là, on voit que la géométrie est directement modifiée dans la scène. Et on peut voir donc l'effet en mode édition. Voilà. Voilà. Donc c'est quelques propriétés des textures qui vont pouvoir nous servir éventuellement en fonction du rendu qu'on va avoir. Alors après on va revenir un petit peu plus tard sur les coordonnées V qui vont être assez importantes.